Ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Françoise Clairet et Émilie Martin, et nous sommes orthophonistes et auteurs de matériel de rééducation. Nous sommes également les auteurs de la méthode d'apprentissage de lecture parée au décodage et d'un ouvrage qui s'intitule Accompagner les élèves différents, qui sont tous deux publiés aux éditions Hachette. Les apprentissages sollicitent de nombreuses ressources cognitives et se construisent peu à peu par le processus d'essai et d'erreur pour se consolider, s'automatiser, afin d'être ensuite réinvestis. Mais parfois, en dépit des efforts, du désir de réussir et de la volonté, les apprentissages ne se mettent pas correctement en place. C'est le cas quand celui qui doit apprendre présente des troubles spécifiques des apprentissages, qu'on appelle troubles 10, car ils résultent d'un dysfonctionnement chez un sujet qui a par ailleurs des compétences intellectuelles normales. Donc, pour rappel, on distingue différents types de troubles 10, la dyslexie, qui concerne des difficultés d'acquisition de la lecture, la dysorthographie, qui concerne des difficultés d'acquisition de l'orthographe. Ces deux troubles sont toujours très liés au point qu'on parle en général de dyslexie-dysorthographie. La dysphasie, qui concerne des difficultés d'acquisition du langage oral et dont on va parler aujourd'hui. La dyspraxie, qui concerne les troubles de la coordination motrice et de la planification des gestes. La dysgraphie, qui concerne les troubles de la réalisation des gestes de l'écriture, qui peut être isolée ou bien associée à une dyspraxie. Et la dyscalculie, qui concerne quant à elle les troubles spécifiques de l'acquisition de l'arithmétique et des compétences logico-mathématiques. Ces troubles peuvent coexister chez un même sujet, et on parle alors de multidys. Évidemment, tous ces troubles impactent grandement les apprentissages. Il y a actuellement en France 400 000 enfants et jeunes en situation de handicap qui sont scolarisés, soit en milieu ordinaire, soit dans des structures spécialisées grâce au concept d'école inclusive. Cela représente une augmentation considérable puisque l'accueil de ces élèves a triplé depuis 2005, date de la loi pour l'égalité des droits et des chances. On distingue l'intégration de l'inclusion. L'intégration met tous les élèves sur un plan d'égalité et ainsi ils sont tous accueillis à l'école de la même façon. En revanche, l'inclusion permet l'équité, c'est-à-dire que l'on fait en sorte que chaque élève trouve sa place à l'école pour accéder au contenu des apprentissages. Mais pour cela, il faut mettre en place des aménagements et des moyens de compensation pour les élèves qui seront porteurs de troubles spécifiques. Toutefois, il est difficile de s'y retrouver car tous les aménagements ne conviennent pas à tous. Bien entendu, on ne demande pas aux enseignants de poser un diagnostic, là n'est pas leur mission. Le but de cette série de conférences est de vous permettre d'avoir une idée de ce que sont les différents troubles et de ce qu'ils impliquent, pour qu'ainsi, lorsque vous receviez des élèves à besoins spécifiques, vous puissiez savoir quelles aides et quels moyens de compensation mettre en place. Aujourd'hui, nous aborderons les troubles du langage oral, en nous attachant à définir les différents troubles du langage oral et à mesurer leurs conséquences en classe et dans les apprentissages, à proposer des aides permettant de faciliter les apprentissages pour les élèves porteurs de ces troubles, à définir quels sont les moyens de compensation pertinents lorsque les aides ne suffisent plus, lorsqu'il faut contourner le trouble pour maintenir l'élève d'apprentissage. Et pour finir, nous consacrerons un temps aux échanges et aux questions diverses. Afin de mieux appréhender les différents troubles du langage oral, nous vous proposons de partir d'un texte de référence qui nous permettra d'illustrer notre propos. Le voici. Donc, moi, je m'appelle Justine et j'habite avec mes parents dans une maison près de la forêt. J'aime bien aller m'y promener avec mes frères et tenir le chien en laisse. Mais pas quand il fait nuit, ça fait peur. Alors, nous allons commencer par parler du trouble d'articulation, qui est une incapacité à prononcer un phonème en particulier, et ce, quelle que soit sa place dans le mot, dans la syllabe ou dans la phrase. Donc, il est systématique. Ce phonème peut être absent, comme cela est fréquemment le cas pour le R. À ce moment-là, on va avoir des enfants qui vont dire le hobo pour le robot, la pote pour la porte. Il peut être remplacé par un autre phonème. C'est par exemple le cas assez fréquent du phonème che qui est remplacé par se. À ce moment-là, on a des enfants qui vont dire le ça, le seval. Ou il peut être mal réalisé. C'est le cas lorsque le S est échelinté, c'est-à-dire que l'air sort par les côtés de la bouche, comme ça par exemple. Ou bien lorsque la langue dépasse entre les dents lors de la réalisation du S, c'est ce qu'on appelle un cheveu sur la langue. Ou encore lorsque le L est articulé IE. Le trouble d'articulation peut être isolé, ne concerner qu'un phonème, ou bien être associé à d'autres, auquel cas la prononciation sera très déformée. Il n'est pas systématiquement lié à une difficulté de discrimination phonologique, c'est-à-dire qu'on peut voir des enfants qui produisent un S à la place d'un che quand ils parlent, mais qui ne se tromperont pas lorsqu'ils l'écrivent. Et puis, dans un trouble d'articulation, le vocabulaire et la syntaxe ne sont pas altérés.
En général, la répétition n'est pas aidante et le phonème mal fixé le demeure. Cela peut même être contre-productif et entraîner un effort articulatoire qui consolide une mauvaise position. La rééducation consiste à faire émettre le phonème correct avant de le généraliser. Lorsqu'il est rééduqué, il n'y a plus de traces de troubles dans le langage oral. Lorsqu'il n'est pas rééduqué, il peut persister dans le langage de l'adulte. Notre petit texte de référence serait ainsi donc transformé par un enfant présentant un trouble d'articulation affectant les phonèmes che et je substitués par ce et ze, et deviendrait « Moi, je m'appelle Justine et j'habite avec mes parents dans une maison près de la forêt. J'aime bien aller m'y promener avec mes frères et tenir le sien en laisse, mais pas quand il fait nuit, ça fait peur. » Alors, le retard de parole. Un trouble de parole, c'est une difficulté à enchaîner différents phonèmes dont on dispose par ailleurs. C'est le cas de l'enfant qui peut prononcer le te de tomate et le re de robot, mais qui, lorsqu'il doit les associer pour dire maîtresse, n'arrive pas à le faire et prononce maîtresse. Dans ce cas, la prononciation postérieure du re vient reculer le te et le transforme en que. Le trouble de parole se caractérise donc on peut trouver des omissions de phonèmes, cocodile à la place de crocodile, ou des ajouts, crocodile, des inversions de phonèmes, bourrette à la place de brouette, des simplifications, papuis pour parapluie, et des élisions finales, dont des suppressions, poubelle pour poubelle. Là encore, un retard de parole peut déformer de façon importante le discours de l'enfant quand les simplifications sont nombreuses ou associées à des troubles d'articulation. La répétition, elle peut améliorer la production. Aussi, ça peut être intéressant de redire la forme correcte du mot déformé et d'inciter l'enfant à le reformuler en insistant sur les différents éléments qu'il compose, en syllabant, en marchant à chaque syllabe, en accentuant le dernier son, en fonction de ce qui avait été mal prononcé. Il faut cependant prendre garde à ne pas le faire systématiquement, au risque d'atteindre le désir de communication. On peut même, dans certains cas, favoriser un bégaiement, donc il faut vraiment nuancer. Là encore, le vocabulaire et la syntaxe ne sont pas altérés dans ce trouble. Et donc notre petit texte serait transformé ainsi par un enfant qui présente un trouble de parole affectant l'enchaînement donc des phonèmes. Moi, je m'appelle Zuti et j'habite avec mes parents dans une maison près de la Foyer. J'aime bien aller microner avec mes frères et tenir le sien en lait. Mais pas quand il fait nuit, ça fait peur. Et passons au retard de langage. Donc le retard de langage, c'est une atteinte du langage dans le versant de l'expression et ou celui de la compréhension, qui se caractérise par un vocabulaire réduit ou approximatif. Et on note alors l'emploi de ce qu'on appelle un mot valise pour désigner un ensemble de mots sémantiquement proches. On va avoir robinet qui va servir à dire lavabo, évier, baignoire, bain, etc. On va également trouver une absence de phrase au détriment de mots juxtaposés, des structures syntaxiques incorrectes, des verbes pas ou mal conjugués, des pronoms personnels mal employés ou absents, et puis des méconnaissances des prépositions spatiales, des mots sur, sous, devant, derrière, et puis des prépositions temporelles, et puis également des troubles de la compréhension. Notre petit texte serait ainsi transformé par un enfant présentant un retard de langage affectant l'aspect syntaxique, donc l'organisation et l'enchaînement des mots dans la phrase. Moi s'appelle Justine et j'habite avec mes parents, moi, dans maison près de la forêt. J'aime bien promener là avec frère à moi et tenir sien, mais pas la nuit, moi peur. Notre petit texte serait transformé ainsi par un enfant présentant un retard de langage affectant l'aspect lexical. Moi, je suis Justine et j'habite avec mon papa et ma maman dans une maison près des arbres. J'aime bien aller dehors avec mes frères et le chien, mais pas la nuit, ça fait peur. En général, le retard de langage est associé à un retard de parole et à des troubles d'articulation. Et alors, cela constitue une gêne importante à la communication verbale, et bien souvent, ces enfants ne sont compris que par leurs proches. Certains seront très conscients de leurs difficultés et donc très gênés et seront donc un peu loquaces à l'école. D'autres en auront si peu conscience qu'ils n'hésiteront pas à s'exprimer en grand groupe et ne feront d'ailleurs pas d'efforts pour se corriger et mieux se faire comprendre. On obtient donc plutôt, en général, un énoncé du type « Moi, suis Uti et j'habite avec papa-maman à moi dans maison crès des Abes. J'aime bien masser là avec frère à moi et le sien, mais pas la nuit, fait peur. » Le retard de parole et de langage se rééduque relativement bien, même si les prises en charge sont un peu longues, et en général, il n'en reste ensuite pas de traces. Alors, on va parler maintenant de la dysphasie. La dysphasie est un trouble structurel grave et durable du langage oral chez des enfants normalement intelligents.
qui, à la différence des enfants autistes, savent communiquer. Ils peuvent se mettre en colère lorsqu'ils ne sont pas compris, mais la plupart du temps, ils cherchent à se faire comprendre par tous les moyens. Ils vous tirent la manche, ils pointent, ils miment. Ils ont été suffisamment exposés au langage oral et ne présentent pas d'autres pathologies qui pourraient expliquer le trouble. La dysphasie concerne 1% de la population scolaire. On distingue, en fonction des marqueurs de déviance prédominants, 5 types de dysphasie. La dysphasie phonologique syntaxique, qui est la plus fréquente, elle se caractérise par une hypospontanéité verbale. Ce sont des enfants qui parlent peu. Dysphasie phonologique syntaxique, donc on a parlé de l'hypospontanéité verbale et puis des difficultés importantes à acquérir la syntaxe. On relève des énoncés du type sortir, moi, vouloir pas, avec des verbes qui ne sont pas conjugués. Et puis des déformations importantes de mots. La prononciation est parfois très éloignée du mot initial et alors peu reconnaissable. Moi, j'avais une patiente qui disait « Didi adieu » pour pâte à modeler. Donc vraiment rien à voir. En fait, à part le nombre de syllabes, le mot est complètement différent. Et puis la construction narrative à l'économie marquée par l'effort. La dysphasie phonologique présente beaucoup de points communs avec la précédente, mais ce sont des enfants qui, eux, sont hyper fluents, très bavards, avec un gros trouble phonologique dont ils ne sont pas toujours conscients. Ils sont sidérés de se voir en vidéo et de constater qu'on ne les comprend pas. Ils ont beaucoup de mal à retrouver les mots qu'ils connaissent pourtant. Ils ont alors souvent recours au mime. Et ils présentent également de grosses difficultés à acquérir la syntaxe. Ils ne sont pas améliorés par la répétition. Par exemple, s'ils veulent dire le mot kangourou et qu'ils disent kagi, et qu'un adulte les reprend en reformulant non, le mot c'est quand, goût, roux, vas-y répète, il sera souvent surpris de voir les enfants reprendre avec effort kagi. Et à la différence du retard de parole dont on parlait tout à l'heure, où justement la répétition elle va améliorer, là on voit bien que même en faisant super attention, même en mettant un effort, ça ne fonctionne pas. Il y a également la dysphasie réceptive. Donc la dysphasie réceptive, c'est un trouble rare qui est caractérisé par une difficulté à identifier les bruits familiers. L'enfant entend bien, hein, mais il ne reconnaît pas les sons. On les repère assez facilement en faisant un loto sonore, il va montrer la vache alors qu'on a entendu un bébé qui pleurait. Ils ont donc un trouble massif de la compréhension, mais également un temps de traitement assez long, ce qui leur pose souvent problème pour suivre le rythme en classe. Et puis ils développent en général une dyslexie dysorthographie majeure. La dysphasie mnésique, ce sont des enfants qui peuvent faire illusion, mais qui ont un manque du mot énorme et des difficultés mnésiques. Le manque du mot, c'est quand on a des difficultés à trouver un mot que l'on connaît en fait, comme quand on a un mot sur le bout de la langue, sauf que eux, c'est très fréquent. Et puis, on les repère en général lors de l'apprentissage du langage écrit. Et enfin, le syndrome sémantique pragmatique. Cette dysphasie, elle est caractérisée par un trouble de l'informativité. Ce sont des enfants qui disent des choses en faisant des phrases, mais qu'on ne comprend pas parce qu'ils ne nous donnent pas les informations nécessaires. Cela donne des dialogues un peu surréalistes du type « Hier, j'ai vu mes cousins. Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait ?»« Bah, ils sont venus demain. »« Demain ? Oui, parce que la lumière, elle est éteinte et puis le chat, il est malade. » Les phrases sont correctes, le vocabulaire est à peu près là. La prononciation est correcte, mais ça n'a ni queue ni tête. Et ils présentent aussi des troubles de l'évocation lexicale. Ils ont du mal à trouver leurs mots. Voilà, donc là, c'est les 5 types de dysphasie, mais on va plus parler de la dysphasie de manière globale. Donc, c'est un trouble grave du langage oral qui entrave grandement la communication. Notre petit texte pourrait être transformé ainsi par un enfant qui présenterait une dysphasie. Moi, zuti, maison, parents, moi, près da, puis là, il essaie de mimer pour la forêt, déjà. Prenez-la bien avec frais et sien, mais nouille pas peu. Dans le cas d'une dysphasie, on préconise un apprentissage du langage écrit assez précoce, car on sait que le support visuel que constitue le langage écrit sera une aide importante pour développer le langage oral, à la fois au niveau phonologique et au niveau syntaxique. Nous allons prendre un moment pour parler du bégaiement, qui est un trouble du débit, donc un trouble de la communication qui affecte la fluence du discours, le débit, donc, et qui est caractérisé par des répétitions de syllabes ou de sons, des allongements de syllabes, des blocages toniques à différents endroits, la bouche, la langue, le larynx, et puis des mouvements accompagnateurs, des clignements d'yeux, des mouvements de tête, des grimaces, et puis avec une perte du contact visuel.
Le bégaiement est fréquent au cours du développement du langage de l'enfant et dans 3 cas sur 4, il n'est que transitoire. Mais parfois, il s'installe et constitue alors une entrave considérable à la communication et aux relations aux autres et provoque une grande souffrance et des stratégies épuisantes pour le masquer. Bien souvent, on ne sait pas quelle attitude adopter face à un bègue. Faut-il faire comme si de rien n'était et le laisser s'épuiser à finir sa phrase? Faut-il lui prodiguer des conseils du type calme-toi, respire? Faut-il l'interrompre et finir ses phrases à sa place? Donc, nous avons choisi de vous donner quelques réponses à ces questions. Alors, que faire en classe face au bégaiement? La meilleure attitude à adopter est celle qui consiste à ne pas placer l'élève sur la sellette en évitant de le contraindre à prendre la parole devant tout le monde s'il ne le désire pas ou de le faire répéter. Il est également non souhaitable de donner des conseils du type respire, prends ton temps, qui au contraire ont tendance à renforcer le bégaiement. Le mieux serait de pouvoir de faire accepter, de faire réciter la poésie en individuel ou de consacrer un temps de dialogue en dehors du groupe classe. On va essayer d'éviter de le presser lorsqu'il est en situation de parole, en respectant les tours de parole, et de faire attention à ne pas laisser s'installer les moqueries. On peut en parler en classe, dire que chacun est différent, bon dans tel ou tel domaine, et en difficulté dans tel ou tel autre. Et puis ne pas faire semblant de ne pas voir le bégaiement. L'objectif principal est vraiment de recentrer le bègue sur le contenu de son discours et non sur la forme. Plus il va se focaliser sur la forme, plus il va appréhender les accidents de parole et développer des stratégies pour les éviter. Les accidents de parole sont normaux et se produisent pour chacun d'entre nous. On va accrocher sur un mot, déraper un peu, voilà. Pour un locuteur non bègue, ce n'est pas grave, on va ajuster, vérifier que l'autre a compris et continuer, enchaîner. Alors que le bègue, qui peut se montrer très exigeant envers lui-même, va focaliser sur cet accident et se mettre à éviter les mots qui commencent par ce phonème, etc. Il va déployer finalement tellement d'énergie à éviter les accidents de parole qu'il en perdra le fil de ce qu'il veut dire. Il faut donc s'attacher à être un interlocuteur actif, très attentif au fond du discours et non à sa forme. Alors, on va parler des conséquences d'un trouble du langage oral, notamment en classe. Donc, en fonction du trouble du langage rencontré, les répercussions en classe sont plus ou moins importantes. Parfois, elles sont faciles à observer car les enfants ont encore des troubles au niveau de l'expression orale, mais parfois les conséquences sont plus discrètes et ne s'expriment dans les apprentissages scolaires car le trouble oral a été plutôt bien compensé. Les élèves peuvent avoir des difficultés au niveau de la compréhension pour appréhender les consignes, les textes, les inférences, et ce tant à l'oral qu'à l'écrit. Par ailleurs, ils ont de faibles capacités de mémoire verbale. Ils n'arriveront pas à retenir des consignes successives, des phrases trop longues ou des séquences à mémoriser comme l'étape de multiplication. Si on récite 3 x 4, 12, on doit mémoriser une séquence de 4 syllabes. 3 x 4, 12. Or, un enfant qui ne peut mémoriser que 3 syllabes ne pourra pas mémoriser cette séquence de cette manière. Il faudra alors utiliser des méthodes alternatives, en passant par la mémoire visuelle ou sémantique. La même problématique se produira lors de l'apprentissage d'une poésie. Voilà. Alors, au niveau de la prise de parole, elle sera forcément entravée de manière générale, que ce soit la récitation d'une poésie ou d'une leçon, la présentation d'un exposé ou même la lecture à voix haute. Les troubles du langage oral entraînent souvent des difficultés de socialisation aussi et de comportement. Les enfants présentant des troubles du langage ont tendance à agir avant de parler, ce qui peut être mal perçu. Ils vont pousser leurs camarades pour passer au lieu de leur demander pardon. Ils ne savent pas bien exprimer leurs désaccords ou leurs ressentis, et puis aussi ils ne comprennent pas très bien ce qui est dit ou l'intention de leur interlocuteur, ce qui peut engendrer des conflits. Enfin, ils ont aussi à gérer les moqueries et on pourra alors expliquer le trouble aux autres élèves pour éviter cela. Nous allons maintenant présenter les aides à l'apprentissage du langage oral. Donc en commençant par l'apprentissage du vocabulaire. L'apprentissage du vocabulaire est un des éléments essentiels à prendre en compte, tant il a de répercussions au niveau expressif, mais aussi au niveau de la compréhension orale et écrite, et ce dans toutes les disciplines. Il peut être travaillé de façon spécifique lors de leçons de vocabulaire ou abordé au cours de leçons dans lesquelles on acquiert de nouvelles notions et de nouveaux termes. Aussi, il doit faire l'objet d'une attention particulière pour les élèves qui présentent des troubles spécifiques du langage oral, en s'attachant à associer toujours une aide visuelle à son apprentissage par l'aide de schémas, de dessins, de photos, de cartes mentales, en utilisant les temps mobilisant le corps et les sensations proprioceptives pour renforcer, ou les temps de science et les sensations tactiles pour renforcer l'emploi et la compréhension des prépositions spatiales et temporelles, devant, derrière, dessus, avant, après. C'est toujours l'occasion de mettre de façon concrète
ces prépositions en existence, ou lors de l'emploi de termes plus abstraits comme mou, dur, chaud, froid. On s'attachera également à faire des liens sémantiques pour travailler les catégorisations. Et puis, certaines attitudes favorisent la constitution d'un lexique opérant. Il s'agit de prononcer une prononciation exacte, de proposer une prononciation exacte du mot lorsqu'il a été mal prononcé, pour favoriser la mémorisation d'une forme correcte. Il s'agit également de reformuler la phrase lorsque le vocabulaire est imprécis ou approximatif. Et puis, d'inciter les élèves à préciser leurs pensées en faisant des propositions. Ce que tu veux dire, c'est quelles sont les aides à la compréhension orale? Beaucoup d'informations en classe passent par l'oral, ce qui complique énormément la situation d'apprentissage de ces élèves. Du coup, on s'attachera à être vigilant, à répéter, reformuler les consignes pour s'assurer de leur compréhension et à proposer à quelques élèves de les reformuler avec leurs mots. On ne demandera pas à l'élève dysphasique de le faire devant toute la classe, car cela pourrait être l'occasion de moqueries. En revanche, on essaiera de lui proposer un temps de parole ultérieurement, en individuel ou en petit groupe. On tâchera de réduire le rythme ou le débit de parole, ce que je ne fais manifestement pas suffisamment, et de veiller à avoir une articulation claire en accentuant les intonations. Et puis, on fera des pauses pour permettre de traiter l'information donnée et éventuellement de poser une question lorsqu'ils en ont besoin. Bien souvent, alors qu'ils sont en train de se faire une représentation mentale d'une information qui vient d'être donnée, une autre information arrive qu'ils n'ont pas le temps de traiter davantage et ils finissent par être complètement noyés. Et on s'attachera à donner, par exemple, une seule information à la fois. En effet, les consignes multiples ne posent pas de difficulté pour quelqu'un qui a une bonne maîtrise du langage oral, mais pour quelqu'un et de bonnes capacités de mémorisation surtout, mais pour les autres, ça sera compliqué, ils seront perdus. On s'attachera également à s'assurer régulièrement de la compréhension globale et puis de la qualité de l'écoute. Et puis, on tâchera d'illustrer le propos par des expressions concrètes ou des exemples, en soutenant la leçon par des supports visuels. Je vois que la question du masque se pose. Actuellement, tout le monde est dans la même difficulté. En effet, le masque rend vraiment les choses compliquées, à la fois pour ceux qui cèdent de la lecture labiale et puis au niveau de la prononciation, de l'articulation. Voilà. Espérons que ça ne durera pas toujours et qu'on pourra passer à autre chose. Même lorsqu'on n'aura plus le masque, les enfants qui ont des troubles du langage oral en auront toujours. C'est ça. Après, je pense qu'avec le port du masque, tous ces éléments-là, ils sont encore plus importants et il faut veiller encore plus à avoir une articulation claire, faire attention à là ont bien compris, bien entendu, mais c'est sûr que ça complique les choses. Alors, il y a des masques transparents. Moi, j'ai essayé d'utiliser ça aussi avec un enfant sourd notamment, mais qui sont pas très utiles, enfin pas très agréables à utiliser. Et notamment, il y a beaucoup de buée, donc c'est pas une solution alternative très intéressante. Alors, on va parler des aides à l'acquisition de la lecture. Donc, la lecture est un domaine d'apprentissage qui est très impacté par les troubles du langage oral. Beaucoup de ces enfants présentent de faibles capacités d'analyse phonologique. Ils rencontrent alors des difficultés d'acquisition du langage écrit et on pourra mettre en place des aides assez similaires à celles que l'on a décrites lors de la conférence consacrée à la dyslexie. C'était la semaine dernière. Ainsi, on pourra utiliser des aides visuelles, des aides kinesthésiques pour aider à la mémorisation de la correspondance graphophonemique et pour aider au décodage et à la combinatoire. Donc les aides visuelles, c'était une petite image pour illustrer le A, donc le A de abricot par exemple. Les aides kinesthésiques, c'était employer les gestes Borel-Maisoni par exemple. Et puis réduire l'empamnésique en passant par l'unité syllabique pour aider à l'automatisation de la lecture. Donc pour les élèves pour qui faire l'association phonémique est trop difficile, on passe par l'unité syllabique et donc on va leur apprendre que LA ça fait là et ils vont pas avoir à le déchiffrer, ils vont le mémoriser. Et c'est ce qui va les aider à réduire cette empamnésique. Du coup, Domino, par exemple, il ne le sépare plus en 6 unités phonémiques, mais en 3 syllabiques. Et puis travailler par son contrasté en évitant d'opposer les sons qui sont susceptibles d'être confondus. Donc, par exemple, entre le F et le V, il n'y a que la vibration du V qui les distingue. Donc, on va éviter de les présenter l'un après l'autre. Pour autant, ces troubles s'expriment parfois de façon assez discrète. Ainsi, on peut rencontrer des élèves qui décodent assez bien et rapidement, mais qui ont des difficultés de compréhension.
Le niveau de compréhension écrite est en effet corrélé au niveau de langage oral, que ce soit au niveau lexical ou syntaxique. Alors, il sera essentiel de permettre l'acquisition d'un vocabulaire étendu et précis, de l'enrichir en réutilisant les mots dans différents supports et de différentes manières. Ainsi, on peut réinvestir les mots étudiés dans les leçons de vocabulaire, dans d'autres disciplines comme en sciences, en histoire, en sport, etc. Et puis, utiliser aussi l'analyse grammaticale pour développer la connaissance de la langue, pour affiner la compréhension écrite. Justement, pour aider aux acquisitions grammaticales, le support visuel peut être un moyen de compensation efficace. Certaines méthodes proposent la mise en exergue des éléments syntaxiques par la couleur ou bien par l'emploi de formes géométriques. En premier, ici, vous voyez la méthode des jetons qui a été créée par Brigitte Debec et Stéphane Blot. Elle peut s'utiliser la segmentation en mots et l'analyse grammaticale. Ainsi, l'enseignant peut citer une phrase et les élèves prendre autant de jetons qu'il y a de mots dans cette phrase, ou bien l'inverse, l'enseignant peut placer des jetons au tableau et demander aux élèves de produire une phrase qui correspond à cette disposition. On va commencer à travailler avec des phrases simples et puis au fil des exercices, on peut affiner l'analyse et puis introduire un travail de catégorisation des classes grammaticales. On peut alors proposer, comme ici, d'utiliser un jeton rouge pour le verbe, un jeton bleu pour le nom, etc. Et il est également possible avec cette méthode de matérialiser le pluriel, ce qui sera très aidant pour réaliser les accords correctement, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On mettra alors 2 jetons. Donc si c'est les garçons mangent une pomme, on mettra 2 jetons sous roulé, 2 jetons sous garçon, 2 jetons sous mange, qui va permettre de faire l'accord à l'écrit et à l'oral s'il y a une modification. Cette méthode permet également de visualiser le féminin, les temps de la conjugaison, les adjectifs, etc. Et donc, il existe aussi une méthode différente, celle de Maria Montessori, qui propose une approche assez similaire en utilisant des solides à manipuler, dont la forme et la couleur symbolisent les éléments syntaxiques. Donc là, on a créé une phrase, le chat est sur la table. Les idéogrammes et les pictogrammes permettent également d'illustrer de façon visuelle les différents éléments grammaticaux d'une phrase. Ici, nous vous présentons le matériel des éditions pédagogiques du Grand Cerf avec un travail sur les prépositions spatiales. Donc là, les 2 phrases sont identiques à part la préposition dans et sur. De façon générale, il est important de ne pas laisser l'élève mémoriser une structure incorrecte, mais de reformuler systématiquement les énoncés syntaxiquement erronés pour en permettre une meilleure mémorisation. Alors, quelles sont les aides à la production écrite? Les difficultés rencontrées lors de la production orale se répercutent tout naturellement sur la production écrite, puisque, comme on le voit dans le tableau suivant, beaucoup de domaines nécessaires à la production écrite sont altérés dans les troubles du langage oral. Pour rappel, pour écrire, il faut d'abord se représenter, donc mettre en mots les idées, réaliser la production syntaxique et évoquer la forme phonologique de la production, et puis faire la correspondance grapho-phonémique, mobiliser sa mémoire de travail au moment de la transcription et puis réaliser le geste graphique. Avec ce schéma, on voit bien que si la difficulté réside dans la capacité à se représenter les idées, c'est toute la chaîne qui sera altérée. Et il faudra alors mettre en place des aides pour que ces élèves puissent se représenter ce qu'ils veulent écrire. Alors, quelles sont les aides à la production écrite? Pour aider à la mise en mots de l'idée à transcrire, on peut proposer de verbaliser préalablement ce qu'ils veulent écrire, en les aidant à reformuler si nécessaire, ou en les faisant reformuler eux-mêmes. On peut proposer aux élèves d'écrire les mots-clés ou de dessiner les idées principales avant de passer à la production de phrases. Et puis, on peut également inciter les élèves à rechercher dans la question ou dans le document les mots utiles pour formuler la réponse. On peut également fournir une liste de mots dans laquelle les élèves pourront piocher pour produire leur réponse. Pour aider au niveau de la production syntaxique, on peut proposer des phrases à compléter. On peut également proposer des phrases à remettre dans l'ordre. On peut réutiliser la méthode des jetons en incitant les élèves à placer autant de jetons que de mots avant d'écrire la phrase, ou réutiliser la méthode des jetons Montessori en leur fournissant un modèle de phrase avec les formes géométriques correspondantes. Pour aider à la production de la forme phonologique, on peut proposer aux élèves de compter les syllabes des mots avant de les transcrire,
ou leur permettre d'utiliser les supports visuels en utilisant par exemple un sous-main récapitulatif des gestes Borel-Maisoni et des images référentes pour les lettres, pour les aider à établir les correspondances graphèmes-phonèmes. Et puis, on peut s'assurer également de la bonne prononciation des mots à écrire. Enfin, pour aider à la mémorisation, comme on l'a dit, la mémoire verbale est en général déficitaire pour les enfants porteurs de troubles du langage oral. Et alors, il est indispensable de mettre en place des aides, que ce soit des aides visuelles. On peut fournir différents types d'aides visuelles, des cartes mentales, des schémas, des illustrations, la mise en exergue par la couleur des éléments prépondérants, des carnets de mots, enfin, tous ces outils. Une fois encore, l'idée sera vraiment d'accompagner les enfants vers une appropriation de ces aides pour qu'ils puissent les utiliser en autonomie. Ils devront apprendre à repérer les éléments importants d'une leçon, à les mettre en relief, à faire leur carte mentale, leur schéma. Il est très important que les élèves restent acteurs des accompagnements qui leur sont nécessaires et qu'ils puissent analyser ceux qui sont les plus efficaces pour eux pour pouvoir ensuite les mettre en place en autonomie. S'ils repèrent que c'est par la carte mentale qu'ils arrivent le mieux à mémoriser la leçon, ça sera intéressant de les inciter à utiliser de façon préférentielle ce biais-là. On pourra également diminuer la quantité. L'empan de mémoire verbale étant fréquemment restreint, donc ils n'arrivent pas à retenir beaucoup d'unités verbales, il est parfois nécessaire de réduire le nombre d'unités verbales à mémoriser. C'est le cas, par exemple, lors de l'apprentissage d'une poésie, alors que certains élèves retiendront aisément un vers dans son intégralité, d'autres auront besoin de le segmenter en unités plus petites pour l'apprendre. Il sera parfois nécessaire de réduire la quantité totale à mémoriser. Si on reprend l'exemple de la poésie, ils pourront soit apprendre uniquement une partie de la poésie, soit en apprendre une autre, plus courte. Lorsqu'il s'agit d'apprendre une liste de mots, on proposera également une liste de mots réduite. Alors, quels aménagements peut-on faire pour compenser les troubles du langage oral ? Donc, quand les aides ne suffisent plus, on va mettre en place des aménagements. Alors, de façon générale, la plupart des moyens de compensation proposés visera à réduire la situation de double tâche. On pourra proposer des supports visuels pour rappeler les consignes, en utilisant des pictogrammes par exemple, et puis fournir les supports des cours en amont pour permettre aux élèves de mobiliser toute leur capacité d'attention pour la tâche d'écoute et de compréhension. Et puis permettre aux collégiens d'utiliser leur téléphone pour scanner le cours d'un camarade. Concernant l'organisation temporelle, certains moyens de compensation auront pour objectif de matérialiser cette organisation temporelle. Ainsi, on pourra mettre à disposition des supports qui indiquent les procédures à mettre en place pour réaliser une tâche donnée. Par exemple, ici dans cet exercice, la consigne c'est combien y a-t-il d'animaux. On va la séparer en deux et on va utiliser aussi un support visuel, donc compte, et puis note la quantité. Compte les animaux, note la quantité. On peut également, toujours pour matérialiser l'organisation temporelle, fournir un emploi du temps visuel à la semaine, mais aussi si nécessaire à la journée ou à la demi-journée. En général, il y en a dans les classes, mais pour certains, ils ont besoin de que cet emploi du temps-là soit individualisé. On peut prévoir aussi des emplois du temps qui se décrémentent, ainsi au fur et à mesure des activités réalisées. On va enlever les pictogrammes qui correspondent. Cela aidera à construire la notion de passé. Cet exercice est fini, je l'enlève. La notion de présent, maintenant c'est la récréation. Et la notion de futur, après la récréation, on fera les maths. On peut également proposer l'utilisation d'outils qui décrémentent de façon visuelle le temps qui passe, qui permettent de construire la représentation du temps et l'anticipation. Certains élèves ont du mal à savoir dans combien de temps ça va être la récréation. On a beau leur dire une demi-heure, c'est abstrait. Donc hop, si on leur met le timer, ça va leur permettre de visualiser le temps qu'il reste. Ils peuvent aussi apprendre à s'organiser pour gérer leur temps dans le travail. Alors, d'autres moyens de compensation auront pour objectif l'intégration de l'élève dans la classe. On pourra proposer un tutorat par un élève volontaire qui permettra à l'élève de se référer à un de ses pairs et puis qui favorisera la solidarité entre les élèves de la classe. On pourra également utiliser les temps d'APC
Par exemple, pour permettre aux élèves en difficulté de verbaliser les situations qui leur posent problème, et puis pour trouver avec eux des moyens de compensation adaptés à ces situations. Ça pourrait être aussi l'occasion d'aborder le problème des relations avec leurs camarades. On pourra présenter, quand cela est nécessaire, les troubles du langage oral à la classe entière pour faire régner une atmosphère de tolérance et d'entraide entre les différents enfants. La mise en mots et la compréhension de consignes leur demandent un effort important et entraînent toujours une fatigabilité importante qui peut se manifester par une lenteur. Alors on pourra donner du temps supplémentaire ou réduire la quantité d'items par exercice. Et puis, pour les activités de lecture, les aménagements à mettre en place concernant le langage écrit sont les mêmes, globalement, que ceux qui ont été évoqués lors de la précédente conférence consacrée à la dyslexie et dysorthographie que vous pouvez voir en replay sur YouTube. On pourra mettre l'accent sur quelques éléments plus prégnants en ajoutant un lexique éventuellement illustré quand le vocabulaire proposé dans une leçon semble complexe, en proposant des énoncés simplifiés de façon à ne pas empêcher la réalisation de l'exercice pour un problème de compréhension. Ainsi, on pourra segmenter aussi la consigne en différentes étapes et puis simplifier le vocabulaire utilisé. Alors, quels aménagements peut-on mettre en place pour les activités d'expression orale? C'est forcément ce moment-là qui va être difficile, la prise de parole, c'est un moment difficile à gérer pour eux. Pour plusieurs raisons. Il y a l'émotion de parler devant toute la classe, les difficultés à formuler leurs pensées, on en parlait tout à l'heure, et puis à construire leurs réponses, et l'attention qu'ils doivent porter au choix du lexique et la bonne prononciation. Certaines attitudes facilitent cette prise de parole. Il s'agit de mettre en place une écoute active de la part de l'enseignant, mais aussi de la part des autres élèves, en instaurant un tour de rôle. On ne coupe pas la parole, on ne se moque pas, etc. Et puis, laisser à l'élève le temps d'évoquer dans sa tête, de se faire une représentation mentale, de préparer sa phrase avant de l'interrompre. En fait, certains préconisent même de compter jusqu'à 5 avant de proposer une aide à l'enfant. C'est pas parce qu'il dit rien qu'il ne va rien dire, en fait. Souvent, il est en train de construire sa réponse et sinon on intervient, on va couper cette réflexion et on ne va pas réussir à obtenir la réponse. Alors, justement, pour les aider à articuler vraiment, s'il y a un défaut de prononciation, ça va. Mais par contre, ce qu'on peut faire quand le mot ne sort pas, on peut ébaucher le mot en donnant la première syllabe ou en l'employant dans une phrase. Ça va les aider à le trouver. Et puis, si la réponse n'est pas intelligible, on va poser des questions fermées, proposer à l'élève de choisir parmi plusieurs réponses, l'aider à préciser sa pensée à l'aide de questions. De qui parles-tu? Où cela se passe? Quand? Etc. Toutefois, en dépit de la bienveillance et des aides qui sont mises en place pour faciliter la prise de parole en classe entière, la marche reste parfois trop haute pour les élèves qui ont des troubles importants ou une conscience accrue de leurs difficultés. Il sera alors plus adéquat de leur proposer dans un premier temps des situations de prise de parole dans un cadre plus restreint, lors des APC par exemple. Alors, on va vous présenter quelques outils qui peuvent être utiles. On trouve des ressources qui présentent des pictogrammes qui permettent d'illustrer les consignes et de constituer les emplois du temps à la journée ou à la semaine, gratuitement sur Internet ou bien sur des supports payants. Donc là, on vous présente Orpho École, il y a pas mal de consignes comme pictogrammes. Et puis sur Récit Presco, vous trouverez plutôt des illustrations d'activités. Donc par exemple, pour l'emploi du temps visuel, ça peut être intéressant. On voulait aussi vous parler de Manulex. C'est un logiciel qui permet de sélectionner le vocabulaire en tenant compte des âges d'acquisition. Donc, c'est vrai que quand on disait tout à l'heure qu'il fallait définir un peu les mots, bon, en général, vous le faites pour la classe entière, bien sûr, mais du coup, là, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a certains mots qui vont être plus difficiles pour eux. On va aller chercher dans les mots de la classe précédente, voilà, en fonction du niveau du vocabulaire de l'enfant. Donc, nous espérons avoir été clairs. Je pense qu'on a peut-être parlé un peu vite, mais c'est vrai qu'il y a un contenu important, puis qu'on voulait vous dire beaucoup de choses. Et puis, le fait que ça puisse être vu en replay, il n'y a pas forcément besoin de noter au fur et à mesure. Voilà, nous vous avons donc présenté dans les grandes lignes les troubles spécifiques du langage oral, les grands axes des aides et puis des moyens de compensation à mettre en place.
Vous trouverez dans notre ouvrage des documents qui ont été modifiés et adaptés de différentes manières en fonction des objectifs, mais que nous n'avons pas eu le temps de vous présenter ici. Vous trouverez également des moyens, des outils d'adaptation à télécharger pour pouvoir les utiliser directement. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre qu'un diagnostic soit posé pour proposer des aides ou des aménagements, parce qu'ils profiteront aux élèves dont le diagnostic de trouble spécifique est posé, mais aussi à ceux dont le diagnostic n'est pas encore posé, ou bien à ceux qui sont en difficulté mais qui n'ont pas de trouble spécifique. Toutefois, ce qu'il faut retenir, et c'est le plus important, nous semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas une façon unique de mettre en place des aides, parce que tous les enfants ont des profils différents. Il faut donc analyser les difficultés rencontrées, c'est sans doute le plus difficile, voir ce qui ne fonctionne pas, est-ce que la répétition améliore ou pas, voilà, est-ce que quand j'utilise ce support pour aider à apprendre le vocabulaire, ça fonctionne ou pas, en gardant à l'esprit que toute béquille a pour vocation d'être estompée. Puis bien entendu, on va maintenir les aides, les moyens de compensation et les outils pertinents lors des évaluations. Personne n'aurait l'idée de retirer ses lunettes à un élève pour les évaluations. C'est la même chose pour les adaptations qui sont mises en place pour un élève 10. Ces aides doivent évoluer au cours du temps. Certaines ne sont plus utiles et puis d'autres deviendront nécessaires en fonction des progrès et aussi en fonction de l'évolution de l'exigence. Elles devront donc régulièrement être réévaluées pour valider la pertinence de leur mise en place. C'est ce qu'on fait au travers du PAP, notamment lors des équipes pédagogiques, les ESS, etc. Enfin, cette liste n'est pas exhaustive et puis chacun trouvera les outils avec lesquels il est à l'aise, qui fonctionnent pour lui. Le plus important et le plus difficile sera sans doute d'avoir une bonne analyse des difficultés rencontrées pour savoir comment les contourner. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux questions. Est-ce qu'un trouble de l'audition peut entraîner une dysphasie? Alors la dysphasie, c'est un trouble du langage oral, donc grave, mais en l'absence de trouble auditif. Donc un trouble auditif va entraîner un trouble du langage oral, souvent important, mais on ne parle pas de dysphasie dans ce cas-là. Ceci étant, on va trouver des difficultés qui sont quand même similaires, c'est-à-dire la difficulté au niveau de la compréhension, à comprendre des inférences, notamment le langage imagé, apprendre le vocabulaire, les prépositions spatiales, etc., tous ces mots. Et donc, il y a des aides qui pourront fonctionner pour les deux types de troubles. Comment les aider à articuler? Là encore, il faut aviser et voir si la répétition améliore. Si c'est un trouble d'articulation, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui est permanent, quelle que soit la position articulatoire, dans une syllabe, en début, en milieu, à la fin, il faut arriver à faire articuler le phonème de façon correcte, mais ça, c'est vraiment un travail un peu technique, c'est un peu spécifique, plutôt du ressort des orthophonistes. Après, ce qui est bien, c'est quand un enfant arrive à dire un phonème, par exemple, s'il sait dire le che, mais que dans le langage spontané, il ne l'emploie pas systématiquement, et que quand il le répète, alors quand on le fait répéter, il peut le dire correctement, c'est bien de l'inciter de temps en temps à prononcer le mot de façon correcte ou à le reprendre quand il l'a mal dit. Bon, pas systématiquement, ça peut devenir un peu harcelant, mais le faire assez fréquemment pour qu'il puisse automatiser. Ça, c'est intéressant. Donc, à quel âge doit-on s'inquiéter d'un retard de langage? Par exemple, peu de vocabulaire vers 2, 3, 4 ans, etc. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que vers 3 ans, un enfant, il doit se faire comprendre de tous. Le langage, il n'est pas forcément correctement construit, c'est pas fini, la prononciation n'est pas forcément correcte, mais en tout cas, ça fait déjà repère. À 3 ans, normalement, un inconnu doit pouvoir comprendre l'enfant. Après, au niveau du vocabulaire, nous, on a des tests précis qui nous permettent de dire s'il y a un retard ou pas. Vous avez l'avantage aussi d'avoir un panel d'enfants et vous voyez bien ceux qui ont moins de vocabulaire que les autres. J'ai envie de dire, on s'inquiète quand ça commence à poser problème. Quand l'élève est gêné par ça, parce qu'il ne peut pas gérer les consignes, parce qu'il ne les comprend pas ou qu'il ne peut pas s'exprimer correctement. Et puis quand le décalage, il est vraiment important. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge. Voilà, y a ce repère de 3 ans, je pense qu'il est pas mal. Ouais. Que penser d'un enfant qui se met à bégayer à 4 ans sans l'avoir fait avant? Et voilà, toute la question va être de savoir si c'est transitoire ou pas. Et vraiment, tout l'enjeu va être de ne pas chroniciser ce bégaiement. C'est-à-dire que on peut avoir des enfants qui se mettent à bégayer quand le niveau de langage dont ils disposent ne suit pas le rythme de leur pensée.
et qui donc vont accrocher un peu sur les mots. Et vraiment, à ce moment-là, l'attitude qu'on va avoir en face, de permettre de donner du temps et toute la guidance dont on a parlé tout à l'heure va être importante pour éviter que le bégaiement ne se chronicise. En tout cas, c'est vrai que si l'enfant bégaye et que ça reste, enfin, c'est important d'orienter vers les orthophonistes quand même, sachant que nous, on essaie de les prendre en urgence parce que parfois quelques conseils suffisent à l'atténuer et voire à le faire disparaître dans la plupart des cas. Et puis ça nous permet de repérer justement si y a un risque que ce soit un bégaiement qui dure ou si en effet on est sur quelque chose de transitoire, sachant que c'est très fréquent en fait. Sauf qu'en général c'est très transitoire. Donc et l'âge du bégaiement classique c'est 3-4 ans. Donc voilà, 4 ans du coup, c'est sans l'avoir fait avant, c'est assez classique en fait. Oui. Mais si ça dure, voilà, le mieux c'est quand même de conseiller de consulter, comme ça nous on peut et puis les aides dont on a parlé tout à l'heure, et normalement ça devrait permettre de l'estomper. Une AESH peut-elle être utile à un enfant ayant des troubles de l'apprentissage en classe? Ben, oui, tout à fait. Elles sont bien souvent même indispensables parce qu'elles peuvent, pour un enfant qui a des problèmes de langage oral, s'assurer de la compréhension du vocabulaire, permettre de reformuler si c'est pas bien compris, aider à la réalisation des cartes mentales s'il y a nécessité, enfin, et à la mise en place de toutes les aides qui peuvent être intéressantes. En fait, à partir du moment où les moyens de compensation ne sont plus suffisants et que l'élève prend du retard, la question elle va se poser. Ouais. Donc, que penser d'un élève qui déforme beaucoup les mots lorsqu'il les prononce, asperge pour asperge, et qui confond des mots proches? Voilà, il faut voir donc quelles sont les déformations de paroles dont vous parlez, des imprécisions. Il faut, est-ce qu'il y a des éléments aussi au niveau syntaxique? Est-ce qu'il est intelligible? Est-ce que ça évoque un trouble du langage, lequel après il faudrait sans doute faire un bilan pour voir un petit peu de quoi il s'agit? Est-ce que la compréhension fonctionne bien? Enfin, il y a différents aspects à évaluer. Pour le dysphasique, si la répétition ne l'aide pas, comment l'aider à mieux prononcer? On va justement utiliser le langage écrit. Et en fait, Oui. c'est vraiment ce qui va être le plus efficace, c'est de visualiser, lui permettre de visualiser les sons dans les mots. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il en supprime, qu'il en inverse. Et c'est pour ça qu'on préconise de commencer la lecture le plus tôt possible. Nous, en orthophonie, on commence avant le CP. Dès qu'ils sont capables d'apprendre un peu les lettres, on va s'en servir. On va justement utiliser, par exemple, les gestes Borel-Mésoni pour renforcer le côté visuel des sons, commencer à préparer, à présenter les lettres. Voilà. Et le fait même des petits pictos pour les phrases, faire des phrases avec des pictogrammes, par exemple, aussi, pour structurer les phrases. Mais du coup, pour la prononciation, l'apprentissage du langage écrit, c'est une bonne béquille. Ça aide bien. Et ça a beaucoup changé. Auparavant, on pensait qu'il fallait... on ne scolarisait pas forcément toujours au CP des enfants avec une dysphasie, avec un gros retard de langage, beaucoup de déformations phonologiques. Et en réalité, on sait que pour beaucoup, c'est quand même une aide intéressante. Alors, comment aider un enfant de moyenne section, donc, qui ne s'exprime que par syllabes, da, po, et par mime? Bon, déjà, il s'exprime et il communique, donc faut valoriser tout ça. Et le mime, ça indique bien, voilà, ça évoque bien un tableau de dysphasie. Voilà. Ouais. Orienter en orthophonie si c'est pas déjà fait, mais après, concrètement, en classe, lui donner tous les moyens pour communiquer, pour l'aider à communiquer. Donc, ça va être qu'il ait des petits pictogrammes avec lui, ça va être hyper attentif pour qu'il puisse montrer ce qu'il veut. Et puis, les moyenne section, on commence à les lettres, peut-être, si c'est possible. Comment aider un enfant qui se vexe quand on n'arrive pas à le comprendre? Je pense que il faut essayer sans doute de ne pas le mettre trop sur la sellette en classe si c'est douloureux pour lui. C'est manifestement un enfant qui a une bonne conscience de ses difficultés. Et puis, comprendre, ça te fâche quand on ne te comprend pas bien. Ce que tu veux dire, c'est ça. Essayer de reformuler, essayer de
Et puis éventuellement, si on arrive peut-être au cours des APC à comprendre ce qu'il veut dire et reformuler correctement, l'inciter à reformuler, voir est-ce que ça l'améliore ou pas. Et puis essayer de l'inciter à le faire pour qu'il fixe peu à peu un langage mieux formulé, tout en reconnaissant sa difficulté. C'est sans doute difficile pour lui. Ont-ils aussi des difficultés d'attention et d'organisation matérielle? Pas forcément, mais comme le langage, c'est coûteux pour eux, comme c'est difficile, ça peut engendrer des difficultés de concentration ou d'organisation qui vont être plus liées, du coup, à une certaine fatigabilité. Maintenant, il y a des élèves, des enfants qui ont une dysphasie ou un retard de langage associé à un trouble spécifique de l'attention. Ça, c'est possible de cumuler comme ça. Un élève de CP qui apprend très bien à lire et à écrire, déchiffrage, encodage, mais avec de gros troubles de langage, compréhension et imprécision du langage. Oui, dans ce cas-là, c'est intéressant, je pense, d'enrichir le vocabulaire. Donc, si le décodage se fait bien, le déchiffrage, le décodage, après, la difficulté, là, ça va être, si vous voulez, quand un enfant décode, il faut ensuite qu'il aille faire la correspondance entre le mot décodé et puis un stock lexical qu'il se serait constitué. Si le stock lexical est défaillant, s'il est imprécis, et ben, du coup, le décodage, le mot qu'il va avoir décodé, va pas évoquer grand-chose. Donc, à ce moment-là, ce qui est important peut-être, c'est de travailler vraiment en imagier, par exemple, et puis de faire des correspondances entre les mots décodés ou les situations, ou des situations proches, par exemple, avec des phrases, je sais pas, j'imagine, le chat est sur la table, le chat est sous la table. Donc, faire des correspondances comme ça entre des petites phrases décodées, lues, et puis des images avec des images de plus en plus proches, pour l'amener à préciser un peu et son vocabulaire et son langage. Le garçon fait du vélo, les garçons font du vélo, et puis voilà, on va par l'image, là, comme ça, essayer et s'appuyer sur le décodage, s'il décode bien, pour montrer que ça renvoie à des réalités différentes, en fait. Puis du coup, au quotidien en classe, veiller à chaque fois à la compréhension, reformuler, imager, pour ne pas perdre cet élève dans les autres activités qui nécessitent la lecture, quoi. En maths, la lecture de la consigne, même s'il est capable de la lire, s'il y a 3 mots dans la consigne qu'il ne comprend pas, ou si la syntaxe elle est trop complexe pour lui, ça va rien évoquer. Donc on va utiliser l'exemple aussi, beaucoup. Alors la dysphasie phonologique peut disparaître, c'est un trouble durable, donc comme la dyslexie, en fait, ça reste. Alors elle s'atténue, bien entendu, au fil du temps. Moi, j'ai eu en rééducation des élèves qui, au collège, font d'ailleurs assez bien. C'est arrivé, des élèves qui avaient un fort accompagnement parental, et donc c'était assez difficile d'obtenir quand même le maintien des aménagements, parce qu'il avait bien compensé au niveau du langage oral. Bon, voilà, pas très habile quand même pour toutes les situations de prise de parole spontanée comme ça, mais en étant très, très scolaire et très appuyé sur le langage écrit, des troubles qui sont assez discrets, mais par contre qui ressortent toujours vraiment dans la compréhension fine, dans la compréhension d'inférence. C'est des enfants qui vont passer des heures à apprendre une leçon, et puis si l'intitulé de la question est posé un peu différemment, pouf, ils vont pas forcément faire le lien, pas forcément comprendre et être en difficulté. Alors, si un enfant de 7 ans ne bégaye que lorsqu'il s'exprime librement devant les autres, mais pas en lecture ni en poésie. En fait, c'est ça le bégaiement. C'est-à-dire que le bègue ne bégaye que quand il est en présence de quelqu'un ou que quand il produit lui-même. Donc, même les adultes bègues ne vont pas bégayer quand ils chantent, ne vont pas bégayer quand ils lisent ou quand ils récitent une poésie ou sur une pièce de théâtre, par exemple. C'est vraiment en lien avec la communication. C'est le fait d'être dans la maîtrise de la façon dont on va dire les choses pour s'exprimer. Et du coup, ils vont se concentrer sur comment ils vont le prononcer, est-ce qu'ils vont réussir à bien le prononcer, et plus sur ce qu'ils disent. Alors que quand ils lisent ou quand ils récitent une poésie, le texte, il est écrit, il est connu, donc en fait, c'est beaucoup plus facile et il n'y a pas de notion de transmission d'émotion. Il n'y a pas le personnel, il n'est pas mis en œuvre dans la lecture ou dans la poésie. C'est pas eux qui parlent, donc du coup, c'est assez classique. Ils ne bégayent pas dans ces moments-là. Alors, vous disiez qu'il faut éviter de dire prends ton temps, respire, attendre en comptant jusqu'à 5, j'entends.
qu'il est intéressant de leur proposer de réfléchir et de reprendre plus tard. Si c'est pour leur couper la parole, je pense que ce qui est important, c'est de leur donner la parole à un moment où on va avoir du temps. C'est-à-dire parce que justement, toutes ces pressions temporelles, là, comme ça, avec les parents notamment, pour les enfants becs, on préconise vraiment de limiter les pressions temporelles. Vous savez, c'est allez, on y va, papa, on se dépêche, on prend le petit déjeuner, en même temps, on raconte ce qu'on a. Oui, oui, tu me le diras plus tard. Bon, toutes ces choses-là sont des choses qui vont vraiment pas aider les becs. Et donc, c'est vraiment de poser des temps de parole où on va avoir du temps. Alors, s'il veut vous dire quelque chose et que vous n'aurez pas le temps, manifestement, il y a la réalité de la classe. Effectivement, on peut dire, écoute, si tu veux, là, on ne va pas avoir le temps d'en parler. On prend un moment et on en reparle tranquillement plus tard. À ce moment-là, pendant cet autre temps, on essaiera vraiment d'être un interlocuteur attentif. Mais si il commence une phrase et puis qu'on lui coupe la parole et qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre, ça peut être un peu contre-productif, je pense. Alors, que faire avec un enfant qui fait des colères quand on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire? Ouais, c'est ça le problème, c'est que les troubles du langage oral ont souvent des répercussions importantes au niveau du comportement. Il y a des enfants que ça met dans des colères folles. L'urgence, c'est vraiment d'arriver à comprendre ce qu'il veut dire, à le reformuler, à lui faire comprendre que c'est pas avec les actes qu'on se fait comprendre. Donc, on peut utiliser les pictos là, pour les rappels des règles, notamment les règles de la classe, les rappels de vie en société, et puis s'efforcer de comprendre ce qu'il veut dire et puis de le reformuler, c'est pareil. Donc, que proposer à un enfant qui n'a pas de suivi en orthophonie et qui n'arrive pas à répondre aux questions orales? Du coup, peut-être déjà travailler en petits groupes, cette question-là de répondre aux questions orales, et puis lui donner des outils pour répondre à ces questions. Donc c'est vrai qu'on vous parle souvent de pictogrammes, mais en fait on va passer par le visuel comme l'oral fonctionne mal. Donc c'est voilà, leur donner un petit stock de mots avec des pictogrammes pour les aider à formuler les phrases, leur donner des modèles, démarrer la phrase et les laisser finir. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent les aider. Il y avait aussi une question sur un exercice pratique pour que l'élève prononce bien les ch. Ça dépend de l'âge déjà, j'y vais. Ça dépend de l'âge déjà, parce qu'il faut savoir que le ch-je, ce sont les sons qui s'acquièrent en dernier. Donc, s'il a 3 ans ou même 4 ans, on peut déjà le laisser voir s'il a, laisser mûrir le truc. Après, normalement, la technique, donc, c'est de mettre les lèvres en avant, comme ça. On peut aussi le faire physiquement, donc l'enfant le fait sur lui, hein. Lui montrer comme ça, ce qui permet en fait de mettre l'air bien au milieu et ce qui permet de faire le cheuf aussi, que la langue ait une certaine position. C'est assez technique, hein, donc j'ai pas forcément d'exercice pratique très concret à mettre la bouche un peu en avant, comme voilà, ça. C'est ça. Il faut pas le masque pour pouvoir leur montrer comment mettre la bouche correctement, tout ça. Donc c'est pas forcément. Et puis en plus, je sais pas si c'est facile à mettre en place en classe pour vous, sachant que vous avez plein d'élèves. Donc, l'idée en orthophonie, c'est déjà de ne pas le mettre dans un mot, mais de le faire émettre de façon isolée. Donc, ça peut être faire comme ça pour faire le chute pour les petits, ou ça peut être souffler sur une petite balle de ping-pong. C'est vraiment pas l'intégrer dans un mot. Alors, elle dit que sa langue ne peut pas se mettre en arrière, sinon elle va se casser. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté pour maîtriser leur langue, en fait, hein. On leur dit mais là, ils sont là. Ouais, c'est vrai. Je n'y arrive pas. Donc il y a un manque de maîtrise de la bouche de manière générale chez ces enfants-là. Donc du coup, nous on passe déjà par un petit temps on fait des grimaces, on imite pour essayer de reprendre le pouvoir ou de prendre le pouvoir et de remaîtriser un petit peu et de mettre sa langue où on veut sans qu'elle se casse. Un enfant qui a beaucoup de choses à dire, qui parle très vite et qui bute sur de nombreux mots, et c'est un enfant qui bégaye. Ça peut être un bredouillement, qui est une forme un peu différente du bégaiement, mais voilà, c'est ça. Donc ils sont assez peu conscients. Alors, chez les enfants pour qui le français n'est pas parlé à la maison, comment faire le tri entre troubles du langage et difficultés liées au bilinguisme? Alors, c'est toujours un peu difficile, mais déjà, si à la maison, ils parlent une langue et qu'ils la parlent correctement, normalement, s'il n'y a pas de trouble du langage, les choses se mettent en place assez rapidement.
En général, s'il n'y a pas de trouble du langage, la compréhension, elle va vite être assez bonne, surtout s'il y a un bain de langage français suffisant. Donc, l'élève est scolarisé régulièrement, voire il va aussi au centre aéré. Normalement, les enfants progressent assez rapidement en fait au niveau du langage. Après, il restera des troubles, enfin des problèmes parfois de prononciation ou de genre, avec des confusions là, le. Mais en général, le bilinguisme ne va pas engendrer de troubles du langage. Maintenant, on peut avoir du bilinguisme et être en présence de troubles du langage. Et alors là, c'est aussi le fait de réussir à échanger avec les parents pour savoir si l'enfant parle bien dans sa langue maternelle. Parce que s'il ne parle pas bien dans sa langue maternelle, là, en effet, on est sur un trouble du langage. Et donc, il faudra intervenir. Je réponds peut-être encore à une question. Mais du coup, est-ce une dysphasie potentiellement ou bien est-ce plutôt un problème d'exposition au langage oral dans le cadre familial ou autre? Je ne sais pas si vous faites référence à une question qui a déjà été posée précédemment, mais une dysphasie, c'est un trouble spécifique du langage oral en l'absence de problème d'exposition. C'est-à-dire que chez des enfants qui sont bien stimulés, qui sont normalement stimulés au niveau du langage et qui n'ont pas de déficit autre, pas de troubles auditifs, pas de... Voilà. Après, si le cas dont vous parlez, là, je ne peux pas vous répondre, malheureusement, on n'a pas assez du coup d'éléments. Est-ce intéressant de leur apprendre le langage des signes? Donc le langage des signes, non, à proprement parler, parce que c'est une vraie langue, donc on va aussi avoir des difficultés pour acquérir la syntaxe de la langue des signes et tout ça. Par contre, c'est vrai que c'est les gestes de la langue des signes, on les utilise, nous, pas mal en rééducation pour justement visualiser les mots, visualiser la syntaxe. Donc on va plutôt faire ce qu'on appelle le parler signé, donc associer la syntaxe du français à quelques gestes, quelques signes pour les aider. Après, on ne va pas demander aux enseignants de le faire, mais maintenant, si vous enseignez dans une classe spécialisée avec peu d'élèves et que vous connaissez la langue des signes, vous pouvez tout à fait marquer un peu la séquentialité des mots dans la phrase en faisant le geste associé pour les mots-clés de la phrase. Comment adopter la bonne posture, donner confiance, laisser du temps? Parce que c'est vraiment établir du contact visuel déjà, peut-être être assis à hauteur, avoir une attitude comme ça, ou donc pas être trop en train de faire autre chose en même temps, donner vraiment cette impression qu'on a tout son temps et puis écouter vraiment ce qui est dit et s'attacher vraiment à comprendre le sens de ce qui est dit. Proposer le mot sur lequel il accroche. Si on voit qu'il accroche pour dire la voiture, à la voiture, et hop, on enchaîne. Vraiment, on est attentif au contenu. Bon, on vous remercie pour votre attention, votre participation, toutes vos questions. Et puis, un grand merci à toute l'équipe d'Hachette pour leur accompagnement et leur confiance. Merci. À bientôt. À bientôt.